Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette tâche intéressante mais ardue, d'évoquer cette question de la manière de concevoir le travail en prison sur une période longue. Donc tâche ardue, puisqu'il m'est imparti 20 minutes pour le faire. Donc bien sûr, du fait de ma spécialité, même si je vais tâcher de remettre les choses en contexte plus largement, je vais évoquer cette question de l'architecture de la prison, des lieux d'enfermement, qui, vous n'êtes pas sans le savoir puisque vous êtes en prise directe avec ces espaces, a des conséquences sur ce que l'on peut ou ne peut pas faire dans un bâtiment pénitentiaire pour permettre cette réinsertion par le travail. Alors, je pose une question très simple. Pourquoi faire travailler les détenus en prison ? Ça me paraissait important de faire le point sur cette question avant de commencer. En sachant que cette question du pourquoi, elle évolue au fil du temps. Non pas que je veuille vous présenter une vision positiviste de l'histoire, vers un mieux, vers quelque chose de plus positif, mais plutôt de mettre en parallèle un certain nombre de manières de concevoir le travail en prison qui sont concomitantes. Et comme l'ont montré les sociologues de la prison, il s'agit plutôt d'un millefeuille de rôles joués par le travail et d'un curseur qu'on va mettre plutôt d'un côté ou de l'autre et des effets de balancier. Donc ce ne sera pas du tout une présentation chronologique au fil du temps, mais plutôt de présenter certains enjeux de cette question du travail en prison. Alors, pourquoi est-ce que l'on veut faire travailler les détenus en prison ? Tout simplement, le premier argument qui peut venir à l'esprit, c'est l'idée d'un moyen de subsistance pour le détenu, une subsistance qui soit à la fois immédiate et ou différée. C'est-à-dire que le détenu qui travaille en prison gagne normalement une somme d'argent qui va lui permettre d'améliorer son ordinaire et il peut aussi mettre de côté une partie de cet argent, le pécule, qu'il aura à sa sortie. Voilà. En sachant d'ailleurs que l'administration pénitentiaire va, au cours du 19e siècle, surtout au début, avoir une politique parfois de restriction de la ration alimentaire de manière à encourager le détenu à travailler pour améliorer son ordinaire. Voilà. Donc là, c'est pas très visible, mais en fait, ce que je vous montrais comme document, c'était le tableau des denrées que l'on pouvait cantiner, c'est le terme, évidemment, vous le connaissez, pour améliorer son ordinaire à la prison de Saint-Lazare à Paris. Une autre manière de concevoir le travail en prison, c'est un moyen pour l'administration, pour l'État, de faire supporter au détenu les frais de sa détention. C'est-à-dire que parmi cette somme qu'il va gagner par son travail est prélevée une part, un tiers, qui va à l'administration pour les frais de bouche, d'hébergement, éventuellement pour la literie, les vêtements. Autre aspect, le travail va apparaître très tôt comme un outil de discipline et de moralisation du détenu. C'est quelque chose d'extrêmement important, puisque la manière de percevoir le détenu à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, et puis ensuite pendant tout le siècle, c'est un individu paresseux qui a été amené par l'oisiveté à commettre tout un tas de délits. C'est l'oisiveté mère de tous les vices. Donc il va falloir lui enseigner à intégrer à son mode de vie une vie réglée. Et la vie réglée, c'est celle de monsieur tout le monde, c'est-à-dire le travail, qui est le lot des classes populaires partout dans la société. Et voilà, cette vie réglée va permettre aussi de gérer facilement la détention. Le travail est également conçu comme une partie de la punition. Pendant très longtemps, là je vous indique que ce travail, il est obligatoire pour les condamnés jusqu'à une loi de 1987, où là s'opère un basculement. Le travail qui était considéré comme pénal et comme afflictif va devenir un travail pénitentiaire ou carcéral, et il va surtout devenir un droit, quelque chose que le détenu a le droit de demander, et non plus cette punition qu'on lui inflige. Voilà. Alors l'image que je vous ai mise, c'est une image qui n'est pas exactement une image de prison, j'ai été au plus simple en termes visuels, c'est-à-dire ce sont les travaux forcés au bagne. Là, j'évoquerai pas spécialement cette question du bagne, mais c'est l'incarnation même de cette idée du travail forcé. Voilà. Autre raison de faire travailler les détenus, c'est la simple activité occupationnelle, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut occuper ce temps de la peine, et c'est commode d'astreindre les détenus à un travail qui éventuellement est fatigant, de manière à ce que la détention soit calme.
Voilà. Évidemment, pour vous qui travaillez dans la réinsertion, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant de l'activité laborieuse en prison, mais en tout cas, c'est une raison qui existe. Là, je vous ai mis une image de la santé en 1990 où on voit que le détenu travaille tout en buvant un petit café. Voilà, il occupe son temps. En termes de chiffres, il faut voir que la journée de travail du détenu, c'est 13 heures par jour au XIXe siècle, 10 heures par jour en 1937, et aujourd'hui, c'est une durée qui est alignée sur la législation du travail. Bien sûr, évidemment, aujourd'hui, nous mettons surtout en avant cette idée que le travail en prison va être un gage de réinsertion pour le détenu. Et je prends plaisir à vous montrer une image de l'administration pénitentiaire dans les années 80, où on est fier de montrer que l'on apprend aux détenus à se servir d'un ordinateur. Quel mode d'organisation du travail en prison? C'est-à-dire de façon concrète et pratique, comment est-ce que ça se passe? Le détenu peut être libre de transférer son propre outil de travail dans l'espace de la prison. C'est ce qui va se passer notamment dans la prison d'Ancien Régime, où il n'y a pas d'interdiction formelle pour un prévenu ou pour un condamné de continuer à vivre, s'il le peut, du travail qu'il réalisait dans la vie civile, on va dire, avant son incarcération. Et encore une fois, c'est aussi lié à un enjeu de survie en prison, c'est-à-dire pour avoir encore de l'argent pour cantiner, acheter des produits. Surtout pour l'Ancien Régime et le début du XIXe siècle, où se pratique encore à la fois la cantine, mais aussi la pistole. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la pistole, c'est ce que l'on paie au concierge de la prison pour améliorer son ordinaire. Par exemple, avoir une literie améliorée, une chambre avec moins de détenus, voilà. Donc l'image que je vous ai mise, alors évidemment c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on a très très peu d'images graphiques pour cette manière de travailler en prison. Un cas particulier qui est celui d'un peintre, Hubert Robert, qui, comme d'autres peintres, va se retrouver enfermé. Là, c'est pendant la Révolution à Sainte-Pélagie. Et on voit assez nettement, vous voyez, vous avez son carton à dessin. Il va continuer son activité de peintre dans la prison, pas seulement comme témoignage de ce qui lui arrive, mais aussi pour vendre ses productions. Voilà. On pense aussi à Courbet dans la même prison, et puis évidemment aussi les écrivains. C'est quelque chose d'assez facile, évidemment, de continuer à écrire en prison. Tout cela cache bien sûr la réalité plus ordinaire d'activités plus artisanales, je ne sais pas, peut-être fabrication de paniers, des travaux de couture, beaucoup. C'est-à-dire que parfois il s'agit aussi d'honorer des commandes que l'on a eues avant de se retrouver en détention et que l'on poursuit. Voilà. Donc je continue avec la manière de concevoir le travail en prison. À un certain moment, l'administration va faire un petit peu le ménage dans cette manière de travailler parce que on va chercher surtout à limiter les interactions entre les détenus et l'extérieur et à filtrer ceux qui sont amenés à pouvoir pénétrer en détention. On va organiser ce travail. Tout d'abord, une des formules qui pourra être utilisée, c'est le fait d'abandonner cette gestion à un entrepreneur privé. C'est ce qu'on appelle la concession ou l'entreprise générale. C'est ce qui va se mettre en place tout de suite après la Révolution. On le verra, notamment dans les maisons centrales. Donc là, bien souvent, il s'agit même au-delà de simplement gérer le travail, puisque comme je vous le disais, c'est quand même 13 heures par jour. L'entrepreneur général ou le concessionnaire va finalement gérer l'ensemble des aspects de la détention, y compris la promenade, y compris le repas du midi, en collaboration bien sûr avec l'administration, mais c'est le fait que tout se passe bien pour le travail qui primera dans l'organisation générale. L'administration pénitentiaire peut bien sûr également faire le choix de gérer elle-même ce travail sous deux formes, soit de la même manière que pour l'entreprise générale, c'est elle qui apporte donc des ateliers, qui apportent des activités aux détenus sous forme de régie. Et l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le service général, à savoir qu'on va désigner un certain nombre de détenus qu'on appelle les auxiliaires au XXe siècle, pour réaliser tous les menus travaux qui peuvent être réalisés en interne et qui participent de la vie à l'intérieur de l'établissement. C'est-à-dire ça peut aller de faire le ménage, réparer une lanterne, faire bien sûr la cuisine, l'entretien du linge, voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi suivant le type d'établissement. J'en arrive maintenant à cette question de la manière dont s'organise donc un peu plus précisément ce travail en termes d'espace, c'est-à-dire où est-ce que l'individu travaille, où est-ce que le détenu travaille. Alors,
pour ce qui est des enfermements anciens, sous l'Ancien Régime et encore dans les premières décennies du XIXe siècle, on peut travailler dans différents endroits improvisés, plus ou moins, à savoir la chambrée, l'espace même où le détenu vit, dort, éventuellement se restaure, le préau, là où si son activité peut être réalisée en fonction de la météo à l'extérieur, et puis aussi en fonction de l'hygiène, c'est-à-dire est-ce que cette activité est salissante ou autre. Le chauffoir, alors c'est le terme qu'on utilise pour l'espace qui est chauffé, parce que la chambrée elle-même n'est pas forcément chauffée. Donc, j'ai ajouté cette question du guichet parce que un de mes collègues historiens récemment a travaillé sur les actes notariés passés en prison, dans la prison du XVIIIe siècle. Et il y a un certain nombre de transactions commerciales, ça c'est plutôt pour des professions où il est question de vendre ou d'acheter des biens, de gérer éventuellement des biens immobiliers. Et en fait, il existe une sorte de fiction juridique au niveau du guichet, où le détenu peut passer des actes juridiques qui sont liés donc, à son activité professionnelle. Donc voilà, je vous le dis à titre comme ça de quelque chose qu'on connaît peu. Je retrouve mon Hubert Robert, voyez, où dans sa chambrée, il peint des assiettes parce qu'il a des difficultés pour obtenir des toiles ou du papier. Donc il va utiliser les assiettes qui sont à sa disposition pour peindre des paysages. Voilà. Par le mécanisme du service général, les détenus peuvent se retrouver à travailler dans la totalité de la prison. Alors au départ j'avais marqué détention, mais en fait c'est restrictif. C'est pas seulement la détention. Vous pouvez avoir aussi des détenus qui travaillent dans les parties administratives de la prison, ne serait-ce que, je sais pas, pour nettoyer le logement du directeur, par exemple. Donc c'est vraiment tous les espaces de la prison. Donc vous voyez. Là, ce sont des images que je vous ai prises d'un fond qui est très utilisé par les historiens, qui nous donne un aperçu vraiment exceptionnel de ce qu'était la prison dans les années 1930 en France. Le fond Henri Manuel, qui est conservé à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Donc ce sera beaucoup des photos des années 30. Voilà, donc la distribution des repas. Et voyez, vous avez... Alors le linge, c'est une photo plus récente, vous voyez, à la prison de la Santé dans les années 90. Et puis, vous voyez, vous avez même des activités d'élevage lorsqu'on se situe en maison centrale, où on a un enfermement beaucoup plus extensif entre guillemets, c'est-à-dire que la maison centrale de Clairvaux, vous le savez, est installée dans une ancienne abbaye avec tout un tas de dépendances agricoles qui permettent ce type d'activité qui est mise en avant beaucoup par l'administration pénitentiaire, qui aura toujours tendance à valoriser le travail manuel comme étant moralisateur, particulièrement moralisateur. Voilà. Il y aura toute une réflexion au milieu du XIXe siècle aussi avec la question des colonies pénitentiaires où on va envoyer les enfants. Donc le travail de la terre qui régénère par rapport à l'univers criminogène de la ville. Bien sûr, lorsqu'on pense travail en prison, on pense à l'atelier. Je vous mets ici un plan particulièrement beau, c'est pas toujours le cas en milieu pénitentiaire, un plan, une coupe, une élévation qui concerne ce qu'on appelle à l'époque un ouvroir, c'est-à-dire un atelier. Au tout début du XIXe siècle, le projet est réalisé est dessiné pendant la Révolution. Et j'insiste sur ce projet parce qu'il est révélateur de l'état d'esprit du temps, à savoir que dans le département de la Seine, là on est à Paris, c'est la prison de Saint-Lazare, la prison des femmes, dans cet esprit du temps, on va mettre particulièrement l'accent sur le travail comme élément de moralisation du détenu, de régénération morale. Alors, parmi les autres éléments qui sont mis en avant, bien sûr, la vie réglée, je l'ai dit, et puis surtout la religion. Mais comme on sort d'une période anticléricale, on est encore dans l'idée de davantage mettre en avant le travail. Voilà. Et donc, c'est le bâtiment... Le seul bâtiment neuf qui sera construit pendant cette période de l'Empire. Et c'est tout à fait révélateur qu'il s'agisse d'un atelier. Alors, évidemment, il faut bien faire attention à savoir de quel établissement nous parlons. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que de faire travailler un détenu dans une maison d'arrêt ou dans une maison centrale. Enfin, je reprends le terme du XIXe siècle, c'est-à-dire un établissement pour les prévenus ou un établissement pour peine. Le choix qui va être fait au XIXe siècle lorsqu'on crée les maisons centrales de détention, ça va être véritablement de vouer le crime à l'industrie. C'est-à-dire que l'organisation générale de ces bâtiments va être abandonnée à un entrepreneur général qui va organiser l'espace en fonction de ses besoins. Les historiens ont parlé d'une sorte d'alliance entre le capital et la prison. Voilà.
Donc ici, vous avez une image qui est vraiment révélatrice de toujours cette maison centrale de Clairvaux, avec cette cheminée d'usine, qui apparente vraiment la maison centrale à une manufacture. Je vous ai mis ici une citation. Lorsqu'on approche de l'immense mur d'enceinte de Clairvaux, qui longe les pentes, je le fais de biais, les pentes des collines sur une longueur de 4... Pardon. Bon, je vous laisse lire, parce que je suis de biais, alors je vois pas très bien. Mais en tout cas, ça montre très très clairement ce paysage qui est en train de naître de la maison centrale en milieu rural. Là, il ne s'agit pas de la prison urbaine, bien sûr. Comment ça se passe à l'intérieur? Alors là, je vous mets toujours mon reportage des années 1930, mais ce serait assez peu différent sans doute de ce qu'on peut imaginer pour le 19e siècle. Les historiens disent régulièrement que le 19e siècle en matière pénitentiaire se poursuit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez qu'on est encore dans le même état d'esprit, le même mode de fonctionnement. À partir de 1926, c'est la régie qui domine. On n'est plus avec un entrepreneur extérieur, c'est l'administration qui elle-même gère la question. Donc voilà, donc vous avez tout un tas d'activités qui sont extrêmement variées, la réalisation de semelles de chaussures, un atelier de menuiserie. Pour les femmes, souvent, c'est bien sûr la couture qui va être mise en avant, mais vous voyez que les hommes sont aussi utilisés pour la confection ici de couvertures. Et j'attire votre attention sur donc, ces espaces, qui sont des espaces d'atelier conformes au modèle du temps, à savoir des espaces lumineux, suffisamment éclairés, et qui permettent d'installer des machines quand même de taille conséquente. Là, encore une fois, rappelons-nous, nous sommes en contexte de maison centrale. Qu'en est-il du côté des maisons d'arrêt? Alors bien sûr, la maison centrale, on peut miser sur elle parce que les détenus vont rester suffisamment longtemps pour acquérir un savoir-faire, alors qu'en maison d'arrêt, c'est plus compliqué de se dire qu'on va investir. On a quand même un certain nombre d'ateliers tout à fait qui permettent de travailler. Encore une fois, mon reportage des années 30. Et une image antérieure que j'ai pour la prison de la Santé, qui est un petit peu sombre, c'est celle qui est sépia, où dans le projet d'architecture, la prison de la Santé, elle est construite entre 1863 et 1867, on installe dans les espaces de rez-de-chaussée de ce qu'on appellera plus tard le quartier haut, de très grands ateliers de travail tout à fait modernes. Et c'est une photo, évidemment tout ça c'est des photos de l'administration pénitentiaire qui met en valeur bien sûr son action. Il y a d'autres espaces qui n'auront pas cette chance d'être totalement adaptés à cette activité laborieuse. Je vous mets juste une seule image ici où on a réutilisé des espaces en sous-sol sans doute mal aérés, mal éclairés. Dans de nombreuses prisons, bien sûr, on loge les activités laborieuses où l'on peut, puisque la majorité des bâtiments au XIXe siècle, en tout cas dans la première moitié 19e, vont être des bâtiments de réemploi. On va réutiliser des châteaux, des couvents, et donc loger le travail comme on peut, surtout que ça ne deviendra vraiment quelque chose de fondamental qu'au fil des décennies. Dans les premiers projets, on n'a pas forcément d'ateliers qui sont inscrits dans les plans. J'attire aussi votre attention sur des activités de travail qui peuvent s'opérer en dehors des murs de la prison, dès le 19e siècle et même avant, ce qu'on appellera ensuite les chantiers extérieurs. Alors, vous allez les trouver dans le contexte de maison centrale, toujours par le biais de cette idée de travail agricole. Les enfants aussi, qui ne seront pas placés dans des structures, pourront être placés chez des fermiers, des agriculteurs, pour acquérir ce savoir-faire, avec évidemment les résultats et les conséquences sur ces enfants que l'on sait. Là, je vous ai mis deux images en contexte outre-mer, ancien contexte colonial, où là, les conditions climatiques font que de maintenir des individus entre quatre murs pendant la totalité de la journée, c'est totalement impossible. Et surtout un contexte où on va utiliser cette main-d'œuvre pénitentiaire pour aménager le territoire. Après l'esclavage, ce sera aussi une manière d'utiliser de la main-d'œuvre quasiment gratuite pour réaliser les travaux de force, les travaux pénibles de défrichage, d'aménagement du territoire. Alors c'est une pratique qui est restée longtemps en cours en contexte outre-mer, jusque dans les années 1960-1970, où les détenus... Alors j'accentue cette idée parce que c'est une manière aussi de faire apparaître le détenu dans l'espace social, c'est-à-dire qu'il est présent dans la vie de monsieur tout le monde parce qu'il va décharger des bateaux ou il va par exemple ramasser les ordures ou récupérer les seaux hygiéniques à Saint-Denis de la Réunion. Bien sûr, vous attendez à ce que je vous parle de la cellule.
Ça, c'est le grand tournant au XIXe siècle, à partir du milieu des années 1830, et puis ensuite, de façon très très mise en avant à partir de la loi du 5 juin 1875, on passe à un système d'enfermement cellulaire, qui est obligatoire pour les prévenus et qui est fortement encouragé pour les condamnés, d'ailleurs sous réserve parfois de remise de peine à la fin du XIXe siècle, si on accepte de subir sa peine en cellule. Certains auront sans doute reconnu le dessin que j'ai mis ici. Il s'agit du panoptique, le fameux panoptique. Je le mets ici. Alors, ce n'est pas forcément un enfermement cellulaire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idée initiale de Jeremy Bentham, le philosophe utilitariste anglais qui est à l'origine du projet, concevait ce système non pour la prison, mais pour la manufacture. Il s'agissait bien de surveiller des travailleurs avant de surveiller des prisonniers. Ça mérite d'être redit. La question de la cellule, elle pose évidemment un problème prégnant, à savoir comment faire pour loger ce type de machine que vous avez vu en maison centrale dans l'espace réduit de la cellule, qui doit à la fois être l'espace de vie du détenu pendant la totalité de sa peine. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez des manières d'enfermer en cellule où vous avez le détenu seulement la nuit, et puis le jour, il est en commun, et puis vous avez ce qu'on appelle le cellulaire absolu, où là, le détenu est vraiment toute la journée dans sa cellule. Donc certains architectes ont pu imaginer ce type de compartimentation, c'est-à-dire une cellule en 3 morceaux. Vous voyez, vous avez un rayon du cercle qui correspond à une cellule avec l'endroit où l'on dort, l'endroit où l'on travaille au milieu et puis l'endroit où l'on se promène, de manière à bien maintenir cet isolement individuel toute la journée. Voilà. Donc ça donne évidemment des images assez saisissantes. Ce ne sera pas mis en pratique dans les faits. Là, vous avez quelques images donc, de ce que ça peut donner que de travailler là où l'on dort. Donc, ce que va faire l'administration, c'est surtout développer un mobilier de cellules qui permet de dégager l'espace dans la journée, notamment le lit rabattable, les tablettes rabattables. Voilà. Ça reste évidemment un univers extrêmement encombré pour le détenu. Alors, on va quand même essayer, les architectes, j'ai presque terminé, on va essayer de trouver des solutions pour maintenir cet impératif de séparation individuelle qui est vraiment prégnant, tout en permettant le travail, à Fresnes, qui est un grand projet donc, qui est mené à bien à la toute fin du XIXe siècle. On va inventer le concept de cellule atelier, à savoir que dans les parties basses du bâtiment, je vous ai mis la coupe, donc en dessous des cellules que vous avez en haut, vous avez le vide, la galerie au milieu, vous avez, pardon, j'ai un pointeur, ici, cet espace, vous voyez, qui est récupéré en sous-sol, c'est une cellule atelier. Et vous voyez, ici, on a un système, vous voyez, de jour qui permet d'éclairer cette cellule atelier. Alors, bien sûr, vu le nombre, alors je crois que c'est 1500 détenus, Fresnes, il y a très très peu de cellules ateliers comparativement à l'ensemble des cellules dans les étages, puisqu'on a 4 niveaux. Mais en tout cas, c'était une manière éventuellement de faire travailler les individus malgré cette contrainte de l'isolement. Alors, au fil du temps, bien sûr, les cellules vont devenir fatalement des cellules ateliers, c'est-à-dire que certaines cellules ne seront plus utilisées pour l'hébergement du détenu, mais vont être réutilisées, détournées pour servir d'atelier. Là, vous avez un exemple ancien des années 30 et puis des photographies à la prison de la Santé des années 80. Et vous voyez la porte de cellule où on a barré et on a marqué clouterie. C'est passé à un espace de travail. Voilà. Juste, alors là j'évoque très rapidement, parce que peut-être d'autres personnes dans la salle sauront le mieux le dire que moi, mais c'est surtout à partir des années 1970 qu'on va avoir une vraie réflexion sur le fait de créer dans ces bâtiments anciens les nouveaux espaces de la réinsertion. C'est les suites de la réforme à mort d'après-guerre, mais qui n'avaient pas encore pu être menées à bien, parce qu'il fallait déjà réparer les dégâts d'après-guerre, et puis que les nouveaux établissements ont mis du temps à être construits. Un seul exemple ici que je vous cite, Fleury-Mérogis, où l'architecte Guillaume Gillet va apporter une innovation en utilisant en fait le pourtour de l'établissement, c'est-à-dire le mur d'enceinte. Alors il est totalement interdit en univers pénitentiaire traditionnellement de construire, de s'adosser au mur d'enceinte qui doit être laissé libre. Lui propose d'installer là les ateliers. Donc vous voyez, vous avez des très très grandes surfaces qui sont mises à disposition des détenus pour cette activité de réinsertion. En contexte de bâtiments anciens, à la prison de la Santé dans les années 70-75 de mémoire, on va construire le seul bâtiment neuf, 20e siècle à la Santé, c'est-à-dire ce bâtiment qu'on qualifie de bâtiment scolaire où on aura des ateliers à la fois de formation et aussi d'activité professionnelle.
Bien sûr, ça n'empêche que pendant très longtemps, les lieux de travail vont rester quand même assez sommaires et ne pas permettre des activités hautement valorisantes. Je vous ai mis à dessin, en parallèle, une image d'Henri Manuel dans les années 30 avec le canage des chaises, et vous voyez que dans les années 80 à la santé, on canne les chaises exactement de la même manière. Et vous voyez ici l'encombrement d'une cellule dans les années 90. On progresse dans le temps, j'en conclus que oui, vous allez conclure. C'est bon, oui. La dernière image, c'est les ateliers aujourd'hui dans le cadre des nouveaux établissements pénitentiaires, puisque la France, en fait, pressée évidemment par des rapports catastrophés sur l'état de ses prisons, renouvelle son parc immobilier depuis les années 2000. Et dans le cadre des nouveaux établissements, on crée des espaces d'ateliers particulièrement conséquents en termes de superficie, si ce n'est en termes de chaleur de l'accueil. Vous avez ici donc, les espaces d'ateliers dans les nouveaux établissements. Voilà, j'en conclus là. J'ai peut-être un petit peu dépassé, mais c'est rempli.